Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast Made in Foot de la 14e journée de Ligue 1. Aujourd'hui, on est 4 pour débriefer cette belle journée avec notamment Leandro, toujours aussi énervé par Nîmes. Salut Leandro. Salut tout le monde, salut Julien. On a Maxime qui est dépité par Monaco et sa défaite à Marseille 2-1. Ouais, j'ai perdu mon sourire là. J'espère que tu vas bien, Julien. Moi, ça va. Écoute, malgré la défaite du PSG, ça va. Et enfin, Lucas qui est très heureux, j'imagine, après cette victoire phocéenne samedi. Bonjour, on joue le titre. Ça commence très très bien. Alors avant d'analyser ce Marseille-Monaco, il y a pas mal de choses à dire. On va faire un petit débrief des résultats de cette 14e journée qui a commencé par un timide et ennuyant 0-0 entre Saint-Etienne et Angers. Samedi à 17h, Marseille s'est donc imposé 2-1 face à Monaco. Et à 21h, on a eu un match plaisant et avec pas mal de buts entre Lens et Montpellier. C'est Montpellier qui est parti chercher encore une victoire à l'extérieur 3-2. Dimanche a commencé avec deux équipes pas très en forme, c'est-à-dire Nice et Rennes, et le Stade Rennais s'est imposé 1-0 sur le but du revenant Mbaye. À 15h, le Stade Brestois, nos chouchous, comme souvent, se sont imposés 2-1 à Reims, contre Reims, pardon. Strasbourg et Metz dans le derby se sont séparés sur un score nul de 2 partout. Un match nul également pour le FC Nantes face à Dijon 1-1, et il n'y avait pas vraiment de spectacle, n'est-ce pas Lucas? C'était pas exceptionnel, non, je pense qu'on peut passer à un autre match. Après, je peux laisser la parole à Leandro quelques secondes pour parler de ce fabuleux Lorient-Nîmes et du 3-4-3 de Jérôme Arpinon qui a été tout simplement catastrophique puisque Lorient a marqué dès la deuxième minute, Leandro, c'est ça? Bah écoute, moi je vais faire assez rapide. En gros, pour vous donner un résumé du match, on s'est pris un but en moins de 2 minutes par une équipe qui ne marquait pas depuis 6 rencontres. Voilà. Résumé T'en du as match. pris 3 au final. En plus. Et au final, en plus, on en a pris 3. Donc bref. Mais il faut savoir, on s'est pris un but en 2 minutes et par une équipe qui ne marquait pas depuis 6 rencontres de Ligue 1. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Tu veux le répéter pour te l'ancrer dans la tête ou 6 rencontres de Ligue 1. Non mais c'est catastrophique, ça bouge pas et en plus aux dernières nouvelles, Jérôme Arpinon aurait toujours serait toujours en position de force du côté de son président et de son directeur sportif qui le soutiendrait. Donc il est pas parti pour cette année quoi. Allez, si Nîmes est en mauvaise posture et dans une très mauvaise dynamique, Lille de son côté s'est imposé 2-1 face à Bordeaux et prend la tête du championnat. Et enfin, le PSG, un PSG catastrophique, c'est peut-être le pire match de l'RQSI, il faut le dire. S'est incliné 1-0 contre Lyon au Parc des Princes et a même perdu Neymar. Alors, on va revenir dessus. Finalement, c'est pas si grave que ça. Mais en tout cas, il y a eu blessure de Neymar. On va commencer justement avec ce Marseille-Monaco et on va laisser la parole au gagnant avec Lucas qui peut nous donner sa version du match et ce qu'il en a pensé. On va dire il y a eu un OM un peu à deux visages. C'est peut-être le premier match de la saison que j'attribue complètement à André Villas-Boas parce que je pense qu'il avait il avait bien préparé cette rencontre et ça s'est vu. Le match aurait pu complètement basculer parce que à 1 minute 30 ou 2 minutes, même peut-être avant, il y a une occasion incroyable de Ben Yedder qui lui peut donner l'avantage directement à son équipe, mais heureusement pour l'OM, il la rate. Maxime, tu veux en parler vite fait? Je veux en parler. Oui, je lui en veux à Ben Yedder parce que c'est un centre magnifique d'Aguilar. Il y a 50 secondes de jeu. Et bien sûr que s'il marque là, le match il est bien différent. Et Julien, tu me disais que depuis qu'il avait eu le Covid, il avait perdu un peu son flair, un des symptômes du Covid. Donc on espère qu'il va vite retrouver le sens du but de Ben Yedder parce que là, cette occasion-là, normalement avant, ça faisait mouche. Mais bon, vas-y, je vais laisser Lucas continuer parce que je crois qu'il a 2 buts marseillais à nous raconter. C'est ça, ouais, de l'OM qui fait preuve de réalisme sur le premier quart d'heure, puisque sur les 2 premières frappes, l'OM marque 2 buts. Mais même si c'est une stat qu'on peut envoyer qui peut signifier pas mal de choses, c'est l'OM sur ce premier quart d'heure récupère énormément de ballons très haut et très proche de la surface de réparation des Monégasques. C'est arrivé à multiples reprises pendant toute la première mi-temps. C'est à la fois l'œuvre d'un pressing très intense des Marseillais, mais aussi d'une faiblesse technique des défenseurs monégasques. C'était ahurissant. Il aurait pu vraiment à la mi-temps, il aurait pu avoir un score extrêmement large parce que j'ai l'impression que toutes les 2 minutes, Valentin Rongier ou Michael Cuisance récupéraient un ballon. C'était incroyable. Dissassi et comment il s'appelle, et Badiachil, toutes les 2 minutes réellement, un ballon, il donnait un ballon à 20 mètres des cages. C'était ahurissant. Badiachil, c'est monnaie courante, on va dire, mais Dissassi, c'est vrai que c'est un peu plus fréquent. Après, tu dis un score large,
je me permets d'être un peu plus réservé parce que Marseille marque quand même sur ses 2 seuls tirs cadrés en première période. Oui, non, je parlais par rapport au ballon qui était donné aux Marseillais. Oui. Sur la première mi-temps, en plus, je l'ai vu 2 fois. Il y a énormément, après derrière, ça a été souvent un peu gâché. Il y a eu une occasion aussi, Camara, il y a une contre-attaque qui est ratée parce qu'il jouait 1 contre 1 alors il devait lâcher le ballon. Mais je veux dire, plusieurs fois, l'OM récupère le ballon à 30-35 mètres des cages et ça aurait pu faire vraiment très mal, surtout vu le niveau des défenseurs en face. Après, effectivement, sur les occasions, non, 2-0 à la mi-temps, je pense, c'était assez révélateur de ce qui s'était passé. Mais je veux dire, le nombre de ballons qui étaient récupérés, ça aurait pu être plus fatal si l'OM avait été plus tranchant, parce que toutes les 2-3 minutes, allez, ballon récupéré, attaque, ballon récupéré, attaque. C'était vraiment assez saisissant, et c'est ce qui s'est passé sur la première mi-temps. Et pour la seconde période, André Villas-Boas change de système, on retrouve un AVB un peu plus pragmatique, on rajoute un milieu de terrain, on laisse un seul attaquant seul devant au cas où s'il doit y avoir une contre-attaque. Et voilà, on fait le dos rond et on espère que Monaco met pas de but. Thauvin a fait une faute un peu stupide dans la surface. Monaco revient dans le match, mais au final, on n'a pas été plus que ça inquiété sur la fin de la rencontre. Et voilà, victoire 2-1, on peut dire méritée. Enfin, mais c'était un match assez particulier, et je pense que c'est vraiment un match que Monaco a perdu à cause de ses défenseurs et un petit peu à cause de Niko Kovac, parce que je comprends pas quand tu affrontes un 4-4 de losange et que tu as Aguilar, Caio Henrique sur les côtés, et surtout qu'en face tu as Nagatomo et Sakai, sans les dénigrer. Enfin, tu dois passer 90 minutes à leur faire mal. Physiquement, tu dois les tuer, parce que ce sont des garçons qui, quoi qu'il arrive, dès que tu leur mets un peu de pression, font un peu le match qu'ont fait Dissassi et Badiachil, c'est-à-dire font des erreurs, donnent des ballons. Et au final, même Nagatomo, qui a pas été incroyable, il est impliqué sur le premier but, et je l'ai pas vu plus que ça en danger, alors qu'il a pas du tout fait une bonne prestation. Donc je pense que Niko Kovac, il est un peu responsable. Avant de laisser la parole à Maxime, comment t'as senti Marseille physiquement, qui avait joué quelques jours avant Ligue des Champions? Justement, Nagatomo qui enchaîne pas les matchs, on aurait pu craindre une baisse physique, ou Sakai qui est pas top en ce moment, pareil. Et au final, sur ce que tu dis, c'est que Marseille était mieux physiquement, en tout cas en première période, non, pour la récupération des ballons, tout ça. C'est ça, ouais, on a vu, étrangement, on avait vu, je pense que réellement, paradoxalement, être éliminé de la Ligue des Champions, ça leur a fait du bien, c'est derrière eux. On parlera plus du record, on parlera pas il y a plus la pression de faire 0 point. C'est derrière eux, et ça leur a donné, je pense, comme une sorte de second souffle. Et maintenant, ils ont plus qu'une seule compétition à jouer, ils ont qu'un seul objectif à tenir, et ils ont attaqué cette rencontre du bon bout, même si pour revenir sur cette fameuse occasion de Ben Yedder, le match aurait pu être complètement différent dès la première minute de jeu. Vas-y Maxime, je t'en prie. Et même après cette occasion de Ben Yedder, en fait, il y a Mandanda sauve 2 fois l'OM sur une super reprise de Kevin Volland du gauche, et un coup franc joué à 2, une grosse frappe de Badiachil qui partait sous la barre. Donc c'est vrai qu'à part ces 2 occasions-là en première période, Monaco a jamais vraiment été inquiétant. Même quand Ben Yedder met son penalty à 10 minutes du terme, j'ai pas senti l'AS Monaco capable d'aller chercher le match nul. Et c'est encore un match raté face au gros, après la défaite face à Rennes en début de saison, qui à l'époque faisait un peu peur. Ouais, voilà, après la défaite face à Lyon, là il y avait juste la victoire contre Paris, qui était plus pour moi une défaite de Paris aussi, parce que Paris avait totalement déjoué, que Monaco s'était imposé. Ça fait 2 matchs ratés après celui face à Lille. Enfin, raté, où Monaco perd. Celui-là est quand même plus raté que le week-end dernier. Donc il va vite falloir se rattraper, parce que Monaco est toujours 6e, 23 points, c'est pas un bilan catastrophique non plus. Mais là, juste avant la trêve, Monaco va jouer Lens, Dijon et Saint-Etienne. 3 équipes qui sont quand même largement à leur portée. Ce serait bien de prendre au minimum 7 points, on va dire. Toi, Leandro, d'un point de vue extérieur, comment t'as analysé ce match-là? Qu'est-ce que t'as ressenti justement de l'OM qui on aurait pu penser qu'ils allaient s'écrouler avec des champions, avec quelques difficultés dans le jeu, même si ça allait mieux ces dernières semaines, quoi. Qu'est-ce que t'as lu de ce match? Qu'est-ce que t'attendais de ce match? Est-ce que Monaco t'a déçu? Moi, pour faire simple, j'ai trouvé
le match très pourri en deuxième période surtout. Autant la première période, je l'ai trouvé un peu plus animé. En fait, on a un peu vécu un match typique de Monaco qui domine, qui a le ballon, mais qui finalise pas forcément. Surtout que là, il y avait quand même une énorme domination de Monaco à Marseille, je trouve. Et puis en fait, on s'est retrouvé avec 2 buts assez rapidement côté phocéen. On s'est retrouvé avec un Benedetto et un Thauvin qui se sont très très facilement trouvés dans les 15 premières minutes de jeu. Après, ça a été un peu plus compliqué sur le reste du match, je trouve. Mais je saurais pas vraiment trouver un coupable, puisqu'au final, le match, comme a pu dire Lucas, hein, moi je trouve que la victoire, elle est pas déméritée. Après, je trouve que Monaco, ils peuvent s'en vouloir qu'à eux, parce que des erreurs défensives, on est à la 14e journée, j'ai pas en tête un seul match où Monaco soit pas pris un but sans une erreur défensive de ce style, tu vois. Et le premier but, c'est vraiment une catastrophe. Enfin, c'est catastrophique que Monaco arrive à concéder des buts aussi bêtement, en fait. Surtout qu'il y a de la qualité, il y a du jeune, il y a tout ça. Au final, Badiachil, il y a de la qualité, ouais, Badiachil. Ouais, mais justement, là, c'est ce que j'allais dire. Il arrive en Ligue 1, je trouve qu'il progresse pas, quoi. Enfin, je l'ai déjà dit, la relance, normalement, c'est censé être son point fort. Bah, comme a dit Lucas, là, il a perdu trop de ballons. Et au duel, il y est pas. Enfin, sur le premier but, il se mange un crochet de Benedetto. Enfin, il défend à 1 mètre. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, c'est ça le problème. Le problème, c'est la fébrilité. Il est sorti à la mi-temps à la place de Maripane. Ça m'étonnerait pas que Kovac le punisse pour les prochains matchs et ne le fasse pas débuter. En tout cas, pour moi, c'est ce qu'il mériterait, parce que là, il a peut-être besoin d'une petite remise en question, parce qu'il est clairement pas au niveau, et il fait un peu plonger Dissassi, qui avait apporté un peu de sérénité en début de saison. Je m'étais dit, tiens, Monaco a compris qu'il fallait recruter derrière, que Gemerson, Glick, c'était fini. Et au final, on retrouve un peu les mêmes névroses que les 2 saisons passées. Donc, comme t'as dit, c'est vraiment le point faible de Monaco, alors qu'offensivement, il y a des joueurs qui, pour faire mal et pour jouer au tableau de Ligue 1, mais ouais, derrière, ça pêche un peu, quoi. Moi, je sais pas vous, hein, mais j'ai l'impression qu'en Ligue 1, il y a un club sur 2 à qui il manque un défenseur central. Il nous manque un défenseur central à Monaco. À Nîmes, il en manque 2. Bon, à Nîmes, il manque toute une défense toute une défense carrément, mais non, mais tu vois, à Nice, il manque un défenseur central. À Nîmes, il manque un défenseur central. Frère, c'est pas possible à un moment donné, c'est pas logique. C'est surtout que moi, vraiment, je trouve que c'est dommage qu'on n'arrive pas à avoir un Monaco. Putain, mais Monaco, il pourrait faire tellement mieux. C'est grave que ça pêche toujours au même endroit, en fait. C'est toujours au même endroit où c'est. Ouais. Ben, exactement. Et moi, je suis pas monégasque, hein, mais vraiment, moi, ça me frustre pour vous, tu vois. Alors, si t'es frustré pour nous. à l'inverse, Lucas, s'il y a bien quelqu'un qui est en forme en ce moment et qui mérite quelques éloges après de l'avoir tant pointé du doigt et tant critiqué, c'est peut-être Dario Benedetto, qui enchaîne un 3e match avec un but à la clé, et là, même une passe D pour Florian Thauvin. Le numéro 9 est de retour, enfin. Ouais, on en avait parlé, je sais plus si la semaine dernière ou c'était il y a 15 jours, il avait fait un petit séjour sur le banc et il avait pas changé son style de jeu, mais je pense qu'il a compris qu'à Marseille, il n'aura jamais plein de ballons dans la surface, parce que ça centre très peu, que tes latéraux ne centrent pas, ton ailier droit, il y a qu'une seule chose qu'il sache faire, c'est rentrer sur son pied gauche et enrouler. Donc tes ballons, faut que tu ailles les chercher, il faut que tu ailles chercher tous tes ballons pour espérer marquer. Je pense que c'est rentré, et au-delà de ça, voilà, c'est comme tous les attaquants, on le dit tout le temps pour chaque club, chaque saison, confiance. Ils ont besoin d'un premier but pour se lancer, et dès le premier, voilà, parce que là il est sur quoi, je crois, il est sur 3 buts et 2 passes décisives sur les 4 dernières rencontres. C'est ça, ouais. Donc voilà, c'est aussi une question de confiance. On en parlait quand il est arrivé de Boca Junior, il a eu un gros passage à vide après une blessure, c'est quelqu'un qui perd très vite confiance en lui, et je pense que donc voilà, il y a eu une remise en question sur son style de jeu, et aussi il s'est un peu libéré avec son premier but. Je tenais juste à le rappeler que Dario Benedetto, la seule équipe contre qui il marque toujours, c'est Nîmes. Voilà, fin de... 5 buts en 3 matchs. Je sens que le match de ce week-end n'est toujours pas passé. Je pense qu'on a fait le tour sur ce Marseille-Monaco. Je tiens quand même à rappeler que l'OM est du coup 4e de Ligue 1 avec 2 matchs en retard et seulement 2 points de retard sur Lille qui est premier. Ça veut dire que Lucas, comme tu l'as dit en rigolant, j'imagine dans l'introduction,
Marseille est vraiment en course, au moins pour jouer la première place dans les prochaines semaines, et pourquoi pas au titre, même s'il va falloir montrer peut-être un peu plus de choses, mais au moins défensivement, déjà, l'OM est rassurant ces dernières semaines. Ouais, surtout que l'OM a joué Paris, Lyon, Lille. Bon, Rennes, c'est un peu décevant, mais bon, quand ils ont joué, on pensait qu'ils allaient jouer un peu plus haut, et Monaco. Donc là, il y a un calendrier un peu favorable qui leur tend les bras. Il faut confirmer ce qu'ils font depuis plusieurs semaines, et il faudra faire un point à la mi-saison, mais ouais, il y a pas mal de choses qui laissent place à l'optimisme. Et puis contre Paris, Lille et Lyon, tu ne perds pas, et Monaco, tu gagnes. C'est quand même très encourageant. On a beaucoup critiqué l'OM, mais au final, sur les résultats propres, on va pas parler de la façon de jeu, parce que au début de saison, Villas-Boas, on va dire, se cherchait énormément, mais en tout cas, tu fais la différence et t'es solide en Ligue 1. C'est peut-être le plus important quand on voit certains clubs, pour ne pas citer celui de la capitale, qui n'arrivent pas à enchaîner de bonnes prestations d'affilée. Je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer à aller à l'affiche de dimanche, mis à part si Leandro, tu veux revenir encore une fois sur le Nîmes Olympique, mais je pense que tu vas pas te donner cette peine-là. Non, ça va, tout va bien. Je suis calme. Donc on peut enchaîner, j'imagine, sur le Lille-Bordeaux. Bien sûr. Leandro, si tu veux commencer sur cette rencontre. Je crois que tu l'as vu, non? Ouais, je l'ai regardé, et puis c'était une rencontre très intéressante. Déjà, c'était deux équipes que moi j'aime bien. Enfin, pas forcément Bordeaux, c'est pas mon plaisir. Même non, si mais ces derniers temps, ça joue au foot, quoi. Voilà, depuis qu'il y a Ben Arfa, en fait, j'ai un autre plaisir à voir Bordeaux. Et surtout, une fois de plus, cette doublette avec Adli, moi, ça me fait frissonner le corps. Et en plus, c'était un match contre Lille, tu vois. Donc, Lille qui, comme à son habitude, voilà, aujourd'hui, ils ont une fois de plus gagné. Ils sont premiers de Ligue 1, donc après cette victoire face à Bordeaux, ce qui est vraiment, c'est vraiment bien. Et j'ai l'impression que chaque semaine on se répète, mais moi je suis toujours très très content de voir les matchs de Lille. Une fois de plus, c'était un match maîtrisé, que ce soit en première période, voilà, après il y a les 2 buts, etc. C'était un match très maîtrisé. Un Renato Sanchez qui, une fois de plus, n'est pas là, et au final, j'ai l'impression qu'on a plus... jusqu'à la fin de l'année. Hein. Ouais, mais voilà, tu vois, j'ai l'impression qu'on a tellement bien vu Lille sans Renato. Moi je me dis, mais quand il va venir, ça va être une dinguerie. Ça va vraiment être un boom. Si ça se trouve, il va revenir, il va tout casser. Hein. Mais moi, je pense vraiment que avec cet élément-là, ça ne pourrait être qu'un plus. Je trouve que Bordeaux fait un match correct, hein, une fois de plus. Hein. Avec l'effectif de Bordeaux, perdre 2-1 à Lille, c'est clairement pas péjoratif. Surtout avec le match, tu vois, genre où une fois de plus, on se retrouve avec un Ben Arfa. Que dire radieux. Que dire de plus, ce mec vraiment il respire le foot, et il est vraiment trop fort sur tout ce qu'il fait, et je trouve qu'il a très très bien impacté une équipe moyenne voire faible. Donc non, c'était un très bon match, et puis les deux équipes, c'est pas un mauvais résultat pour Bordeaux, c'est un bon résultat pour Lille qui repart avec les 3 points logiques. Voilà, hein, je pense que c'était un bon match. Toi Lucas, qu'est-ce que t'en as pensé? Je sais que ton amour pour Ben Arfa t'a aussi fait regarder cette rencontre. Mais d'un point de vue plus global, quel est ton ressenti sur ce match? Je sais que c'est un match qui était très, comment je peux dire ça, qui était très partagé, très indécis en première mi-temps. Enfin, ça jouait bien des deux côtés. Il y avait des actions de part et d'autre. Il y a Jonathan Bamba qui marque un magnifique but pour l'ouverture du score, un plat du pied bien senti, où Benoît Costil, qui est imparable depuis le début de saison, peut juste regarder le ballon finir dans ses petits filets. Il y a Basic qui égalise. Basic qui est d'ailleurs très surprenant cette saison. Je crois que c'est déjà son 3e but de la saison, et on l'a pas connu comme ça depuis son arrivée à Bordeaux. Et juste avant la pause, Bordeaux se fait surprendre sur un coup de tête de Fonte qui avait plus marqué depuis un an. Et en deuxième mi-temps, je trouve que le rythme a un peu baissé. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. On va dire que Lille était plus dans le contrôle, et ils avaient peur de se faire surprendre ou par un éclair de génie de Ben Arfa, et du coup, Lille a contrôlé sa fin de match. On va dire que l'expérience de la Ligue Europa doit sûrement leur servir dans ces matchs-là. À savoir tenir un peu plus le ballon, etc. Je sais pas si t'es d'accord avec moi ou si t'as une autre vision de Non, c'est ça. Non, c'est exactement ça. On a vu plusieurs facettes de Lille sur ce match, comme depuis le début de la saison. Et c'est là où je pense que... Enfin, on parle beaucoup de Marseille, parce qu'on dit, ouais, Marseille, 2 matchs de retard, attention, le titre, tout ça. Mais en ce moment, c'est Lille qui est premier. Et c'est mérité parce qu'ils font un super début de saison. Ils ont su, ils savent dominer, ils savent écraser une équipe, comme ils savent faire face à une équipe comme Bordeaux qui est
qui est en train de monter en puissance et qui peut être très dangereuse parce que il y a évidemment Hatem Ben Arfa et il y a Yacine Aldi qui peut rentrer, il peut changer le cours d'un match. Ils savent faire le dos rond pendant 5 minutes, puis derrière détruire une équipe. Et c'est ce qu'ils ont fait contre Bordeaux. Ils sont très bien rentrés dans ce match. En ouvrant le score, ça leur a un peu facilité la tâche, mais ils avaient pris le match par le bon bout. Et ensuite, ils ont vu que les Girondins de Bordeaux essayaient d'exploiter chacune des contre-attaques. Il y a Ben Arfa qui, en début de match, a une très grosse occasion. Et c'est Maignan qui les sauve. Et en fait, au fur et à mesure du match, Lille se corrige, Lille gomme ses petites erreurs. Et en fait, entre les 5 premières minutes et les 5 dernières minutes, Lille a complètement évolué et elle finit le match, mais plus forte que jamais. Moi, c'est une équipe qui m'impressionne. C'est une énième preuve que Christophe Galtier est un super entraîneur qui est énormément sous-estimé. Et j'espère qu'un jour il aura la chance d'entraîner une vraie. lui, il rêve d'autre chose, contrairement à ce qu'on pense. Et je lui souhaite pas d'arriver à l'OM. C'est la pire chose qui puisse arriver à un Marseillais. Mais non, franchement, c'est bluffant parce que ils ont joué Marseille. Ils perdent pas contre les gros. Et ils savent jouer au foot et ils savent aussi des fois comprendre que oui, c'est la Ligue 1, que des fois il y a des matchs qui vont être peut-être pourris, il va falloir faire le dos rond, exploiter que des contre-attaques et ils savent, dans tous les compartiments du jeu, je les trouve bons. Je sais pas quel est le point faible de Lille. Très honnêtement, ils vont perdre des matchs évidemment. D'ailleurs, ils ont fait, je crois, ils sont à 5 matchs nuls. Ils ont laissé des points. Ils avaient perdu contre Brest, notamment en sortie de Ligue Europa. C'est exactement après un match de Ligue Europa. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'élément qui va peut-être jouer le plus dans le classement final de Lille. Ça va être jusqu'où est-ce qu'ils vont aller en Ligue Europa et à quel point ils vont laisser des forces dans cette compétition. Parce que sinon, ça très va être honnêtement, sympa contre l'Ajax d'ailleurs. Ouais, ce que j'allais dire, on allait en rappeler. Contre Paris le justement. week-end prochain. Moi, je me languis Paris le week-end prochain. Ça va être parce que franchement, c'est une super équipe de foot et elle est très très dangereuse. C'est vraiment, faut pas les sous-estimer et c'est Leandro que je crois qui en parlait. Quand Renato Sanchez va arriver, enfin, ça va commencer vraiment. Même si déjà le milieu de terrain fait un super travail, Benjamin André, il a encore fait une rencontre face à Bordeaux. Oh là là, mais c'est deux profils tellement différents. C'est ça, ils vont se compléter. De ouf. Ah bah oui, c'est une paire complémentaire de ouf. Mais moi, je voulais juste rajouter un truc, puisque du coup, tu m'as rappelé. Les gars, la tête de Fonté, c'est incroyable. Il cale une tête, jamais de la vie qu'Ossil il peut aller la chercher. Autant le but de Bamba, si je dis pas de bêtises, je l'ai trouvé magnifique, le poteau, tout ça. Mais alors, le but de Fonté, la tête, je l'ai trouvé exceptionnel. Et voilà, je tenais juste à souligner. Tous ceux qui n'ont pas vu ce but, allez le regarder, profitez-en. Ce que je voulais rajouter, moi, c'est dans la manière où je trouve Lille impressionnant, c'est que je les trouve bons partout. On aurait pu penser depuis le début de saison que c'était une équipe juste forte en contre-attaque où dès qu'il y a un peu d'espace, ils arrivent à l'aspirer, que ce soit avec Jonathan David qui fait un gros travail ou Burak Yilmaz qui fait des courses à n'en plus finir, et avec deux joueurs aussi qui sont dans la percussion et qui aiment bien prendre les demi-espaces comme Jonathan Bamba et Jonathan Iconé, mais aussi en jeu placé au final, un peu comme Bordeaux qui a un peu plus laissé le ballon à Lille, je dirais. On voit que Lille peut trouver des décalages, que ça combine bien, qu'il y a des circuits de passe bien définis, notamment avec les latéraux et Selig qui est très intéressant. C'est ça qui est beau à voir jouer à Lille et qui peut permettre à Lille de viser plus loin, ou du moins, par exemple, rien qu'en se projetant la semaine prochaine sur le PSG, Lille est peut-être l'équipe qui peut causer, en tout cas sur le papier, et tout le reste, le plus de problèmes à Paris, parce que c'est-à-dire que s'ils laissent le ballon au PSG, ils vont les tuer en contre, et s'ils veulent avoir le ballon, ils peuvent si on voit le PSG d'hier face à Lyon, Lille peut avoir 3 ou 4 grosses occasions, vu la qualité technique des attaquants, et par exemple un Burak Yilmaz qui peut rentrer dans Danilo, Kimpembe, voire Thilo Kehrer, ça peut faire très très mal. Ouais, mais enfin, contrairement à ce qu'on peut dire, moi je pense que Paris va finir par battre Lille, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une bis repetita, comme au moment où Rennes était à son summum et on se disait ouais, Rennes ils vont faire quelque chose contre Paris, et au final Paris reste Paris, et je pense pas qu'ils arriveront à enchaîner du coup 2 grosses défaites entre parenthèses, hein, puisque bon, Lyon-Lille d'affilée. Mais ce que je tenais à souligner une fois de plus, c'est le travail remarquable de l'équipe de recrutement lilloise, puisqu'on se retrouve avec des gars comme Botman, etc.,
de qui personnellement j'avais jamais entendu parler avant qu'il signe à Lille. Sauf sur Football Manager. Ouais, voilà, sauf sur Football Manager, mais t'as compris, Football Manager, ça a aussi fait des free Jadou. Mais du coup, moi vraiment, je trouve ça ouf à quel point on arrive à aller chercher des joueurs dans des championnats mineurs, puisque bon, le Pays-Bas, c'est pas non plus le championnat le plus excitant, on va dire, en Europe. Et tu te retrouves avec des tauliers. La relève de José Fonte, elle est totalement trouvée avec un Botman, tu vois. Ah bah oui, totalement. Je pense qu'on a fait le tour sur ce séduisant et très beau leader de Ligue 1, puisque Lille a aussi profité de la rencontre entre Paris-Lyon. L'explication, elle est un peu ratée entre les deux clubs pour prendre la tête, et je pense que les Dogs veulent pas la lâcher. Pour situer un peu le match, le PSG du coup accueillait hier soir l'Olympique Lyonnais dans le choc de la 14e journée. J'allais dire que le choc, il y a presque eu que le nom au final, parce qu'on va pas se mentir, le PSG a été plus que décevant. J'ai lu beaucoup de commentaires et je rejoins beaucoup de supporters qui qualifiaient même le match du PSG hier comme le pire de l'RQSI. On va peut-être pas quand même. Ah bah moi je suis d'accord pour toi ce match il est techniquement, ou enfin tout ce que tu veux, il est pire qu'un 6-1 au ouais, pour moi il y a rien à garder de ce match-là, hein. C'est techniquement il y avait rien qui allait. Encore pire, justement je trouvais que le Paris-Barça, ou le Paris-Barça, tu vois, il y a une dimension il y a une dimension tragique qui fait que non mais tragique, mais même c'est en dehors de l'irréel, tu vois. T'as 3-1 à la 85e, et au final tu te chies dessus, pardonnez-moi l'expression, mais pendant les 10 dernières minutes, et t'encaisses 3 buts, tu vois. Mais là, pendant 90 minutes, Paris a un niveau abyssal. T'as pas une passe qui va dans les pieds. Il y a Neymar qui joue à l'envers, plus qu'à l'envers même pendant une heure et demie. Après, t'as pas les joueurs pour jouer. Enfin, je suis désolé, t'es Paris, t'as ligne quand même Thilo Kehrer, Baker, Diallo qui se blesse. Enfin, c'est cata, quoi. Et encore Baker, je pense que, enfin, après c'était peut-être mon point de vue, hein, mais je trouve que ça a été l'un des gars les plus intéressants à Paris. Ouais. Il est pas encore si dégueu que ça hier, hein. Ouais, je trouve qu'il monte bien en puissance, lui, au final. Tu vois, Maxime, peut-être que je suis dur, hein, peut-être que, mais je trouve que voilà, techniquement t'as rien qui va. Tactiquement, ton 3-5-2 il a volé en éclat, mais au bout de 30 secondes, 1 minute, mais c'est nul. C'était nul hier, je suis d'accord. Au bout de 3-4 minutes, tu vois, t'as War qui fait une percée devant Danilo, le pauvre Danilo qui est défenseur, qui était déjà défenseur milieu de terrain, on l'a mis défense centrale, et maintenant il joue dans une défense à 3 où tu le sens encore assez perdu, même s'il se reprend assez bien après. Mais enfin voilà, et War qui fait une percée et qui trouve déjà 2 pas. Enfin voilà, dès les premières minutes, tu sentais le match catastrophe pour Paris qui puait clairement. Et au final, bah, tu te fais trouer par une erreur de Kimpembe qui est un peu malheureux sur le coup. J'ai pas envie d'incriminer que lui, mais enfin voilà, c'est à la demi-heure de jeu, Paris est, j'allais dire, au fond du trou. T'as d'abord Paredes qui perd un ballon, Lyon va ensuite en attaque, et là Kimpembe tente de relancer, sauf que personne se propose une solution. Il tente de trouver Paredes, mais sa passe est complètement foirée face au pressing de Kadewere, et là c'est Toko Ekambi qui récupère, quand on voit directement justement Kadewere dans la surface et qui trompe Navas. Elle est parfaite, hein. Ouais, mais justement, la passe de Toko Ekambi est j'allais venir parce que pendant une demi-heure, il rate pas mal de choses. Il rate notamment, je crois, un contrôle sur une passe de Depay. Enfin voilà, globalement, tu regardes les 45 premières minutes, il y a rien qui va. Je crois que Paris a 2 tirs et un seul cadré, c'est la frappe de Florenzi dégagée par Lopez là à la fin de la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, là pour le coup, c'est des deux côtés. J'ai vu personnellement un match ignoble. Mais heureusement que Paqueta était là pour c'est ça, tu vois. En première mi-temps, il y a eu Aouar. Qu'est-ce qu'il était bon. Ouais, Aouar, j'ai vu en première mi-temps, j'ai bien aimé Aouar en première mi-temps. Et sur tout le match, j'ai adoré Paqueta. Mais tu vois, quand tu regardes cette rencontre, la deuxième mi-temps, le niveau technique est affreusement bas. Il y a que des contrôles ratés. Je crois que Paris, je pense que je vais vérifier ça avec les stats pendant que vous parlez, mais Paris au final il y a 7 tirs encadrés. 7 tirs encadrés, voilà, c'est catastrophique. Et à côté, il y a Neymar qui s'embrouille avec Eléo Dubois en fin de première mi-temps, et du coup, bah, comme souvent malheureusement, Neymar il n'arrive pas à faire la part des choses, et il finit par complètement craquer, on va dire, et il veut jouer tout seul, il veut faire la différence tout seul, il veut humilier ses adversaires, mais au final, à part un peu humilier le PSG, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Voilà, j'ai les stats. Paris fait 5 tirs en deuxième mi-temps pour 0 cadré.
C'est catastrophique. Après, toi, Maxime, peut-être tu vas être un peu moins dur que moi, mais c'est peut-être un ras-le-bol général aussi de Tourelle, de ce qu'on voit du PSG depuis cette saison. Ah, mais je l'entends, mais non, je vais pas. C'est juste le fait que tu dises que c'était le pire match. Je les ai pas tous vus, mais enfin peut-être je te trouve un peu dur. Au moins en Ligue 1, si tu veux me l'accorder, au moins en Ligue 1, peut-être que c'est ok, le pire match. ouais. Tu vois, Je les ai pas tous vus non plus, mais oui, j'entends. Dans un choc de Ligue 1 comme ça, surtout au Parc des Princes. Tu dois proposer plus. Voilà, je tiens à rappeler bien sûr. Ah, mais c'est pauvre, hein. Ça faisait 13 triste. ans que le PSG n'avait pas perdu au Parc face à Lyon. Ça faisait 10 ans, un peu moins de 10 ans que le PSG perdait pas face à l'OM. Ils ont perdu cette saison au Parc. Ça faisait 10 ans, je sais pas, depuis le début de l'RQSI que le PSG n'avait pas perdu plusieurs matchs de Ligue des Champions dans sa poule. Enfin voilà, la Tourelle, il a fait la saison des records l'année dernière en allant en finale de Ligue des Champions et en remportant tous les trophées possibles. Et bah là, il fait la saison des tristes records. Et je pense pas, de toute façon, du coup, il a acté son arrêt, j'allais dire sa mise à mort à la fin de la saison puisqu'il a plus de contrat. Mais c'est très très inquiétant ce qu'on voit du PSG. Et c'est très grave de proposer ça, sachant que quand même sur le terrain, même s'il y a des Mitchell Baker, des Abdou Diallo qui s'est blessé et qui faisait pas un match dégueu, je tiens quand même à le dire. Mais voilà, même si t'avais deux trois remplaçants, 2-3 coiffeurs qui jouaient, tu commences quand même le match avec Moiskin, Neymar, Paredes, Verratti. D'ailleurs, ces deux-là ont été complètement éteints et Di Maria qui enchaîne encore un match catastrophique, qui se plaignait il y a quelques semaines d'être remplacé par Thomas Tuchel, qui est en fin de contrat dans 6 mois. Et là, pour l'instant, il monte. Enfin, quand on voit que Leonardo n'a pas voulu conserver Thiago Silva, là, je vois pas comment il pourrait justifier une prolongation d'André Di Maria qui enchaîne les matchs catastrophiques. Moi, je vais rebondir un peu puisque bon, vas-y. Du coup, j'ai un peu un point de vue un peu plus neutre. Je suis d'accord avec Max sur le fait où bon, je pense que c'est surtout la mémoire du court terme que t'as et que tu dis ouais, c'est sûrement le pire match que j'ai vu sous l'RQSI, mais je pense pas forcément dans le sens où bon après tu vois c'est un enchaînement de choses comme t'as pu le dire, toutes les défaites qu'il y a eu, l'OM, la première défaite à la maison face à l'OM, c'est peut-être la première fois depuis le début de l'RQSI que vous êtes 3e en décembre. Enfin, tu vois, genre. T'as déjà 4 défaites en Ligue 1, c'est du jamais vu. Ouais, mais moi, voilà, tu vois, je pense que c'est un enchaînement de choses qui font que tu dis que c'était peut-être le pire match. Moi, je voulais lancer un débat parallèle, puisque, au contraire de voir le mauvais à Paris, moi, je vois surtout un Lyon qui monte. Je vais faire mon mea culpa concernant Rudy Garcia, mais aïe. Je fais mon mea culpa total, puisqu'au final, on se retrouve avec un Lyon qui monte en puissance, qui est venu déjouer un Paris Saint-Germain qui les a pas inquiétés plus que ça durant la rencontre, vu que, bah, tu vois, dès le début de match, Léo Dubois, il est rentré dans la tête de Neymar, comme tu l'as dit. Neymar, tout le match, c'était Dubois, alors que bon. Donc au final. Même quand Dubois sort, on voit Neymar qui est encore en train de lui parler. Il avait le seum de ouf. Il est dégoûté de voir Neymar partir, de voir Dubois partir. Au final, ça arrange pas son cas, quoi. Il est toujours blessé. Non, et puis moi, je trouve que vraiment, enfin, plutôt que de parler de la mauvaise perfo de Paris, il faut surtout parler de la perfo de Lyon, qui a été, au final, Lyon qui a été réaliste, qui a fini par venir gagner au Parc après je ne sais combien de temps, qui en plus réalise une Ligue 1. Bon, après, il n'y a pas de match la semaine, donc on va pas non plus crier joie, mais moi je pense que cette année, au final, Lyon arrive à faire quelque chose de bien plus que potable que ce qui était peut-être prévu en début de saison et ce qui nous laissait présager les premiers matchs. Donc non, moi je voulais plutôt saluer la performance de Lyon plutôt que la méforme de Paris. Ouais. Ils se sont remis la tête à l'endroit. Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu dis, Leandro, et tu vois, je voulais insister sur le milieu de terrain lyonnais. Hier, on a retrouvé le Thiago Mendes qu'on avait à Lille. L'année dernière, il était pas, c'était son frère jumeau qui jouait, c'était pas possible, il était pas bon, tout simplement. Tango Mendes. Non, mais je sais pas, mais alors là, hier, ouais, il a tout simplement été bon, il a joué juste, simple, efficace. Sauf la 90 plus 5e. Oui. On va peut-être en parler un petit peu après, mais vas-y, continue. Attends, je termine sur le milieu. Oui, après on en parlera parce qu'on est obligé. Mais puis devant lui, il y avait tout simplement Aouar et Paqueta qui sont quand même deux joueurs qui sont pas embêtés avec le ballon. Toujours cette volonté d'aller vers l'avant, des prises de balles. Il y a du déchet, certes, mais tu peux pas blâmer des joueurs qui vont toujours essayer de créer la différence par la passe. Et quand en seconde période, il fait rentrer Guimarães et Cacré,
quand de l'autre côté à Paris, tu fais rentrer Herrera et Gay, oui. Et je trouve que c'est révélateur quand même. J'ai eu la même réflexion que toi. C'est-à-dire que le milieu de terrain lyonnais sur le banc est quand même, pour moi, supérieur à celui du Paris Saint-Germain. Et on pouvait se dire, moi le premier, je me suis dit, Jeff Reine-Adélaïde part, c'est peut-être une erreur, même s'il avait réclamé son départ, etc. Au final, ça permet l'arrivée de Lucas Paqueta et franchement, il est au top depuis son arrivée. Il était un peu plus en difficulté au Milan, mais alors là, il retrouve le sourire et c'est vraiment bénéfique pour Lyon. Qui, comme l'a dit Leandro, là, ça va faire du coup 3 mois qu'ils sont invaincus. 15 septembre. Ouais, c'était une défaite à Montpellier. Exactement. Mais du coup, non, mais c'est vraiment positif parce que 11 matchs, mais là c'est 8 victoires 7 victoires sur les 8 derniers matchs, pardon. Et sachant que le calendrier qui arrive là, c'est Brest, ça va être normalement c'est un adversaire qui leur est inférieur, mais on sait que c'est des matchs pièges. Mais après ils jouent Nice et Nantes avant la trêve, donc c'est deux équipes qui sont en difficulté. Donc c'est un calendrier qui leur est plutôt favorable. Mais c'est vrai que Lyon a quand même de quoi espérer. Et c'est pas non plus toujours flamboyant dans le jeu. On s'en remet donc, comme je l'ai dit, à des exploits peut-être d'Aouar par la passe ou de Paqueta par le dribble. Mais c'est quand même mieux que ce qu'on a pu voir par le passé. Et agréablement surpris par Lyon. Mais comme a dit Leandro, c'était aussi une défaite quand même. Enfin, comme tu l'as dit toi, pardon, une défaite du PSG parce que ils ont totalement déjoué. Ouais, après, je tiens quand même à mettre en lumière forcément l'OL et le plan tactique de Rudy Garcia, là, ce 4-3-3 qui a été très utile pour justement empêcher le PSG de relancer proprement. C'est-à-dire que les trois attaquants bloquaient logiquement les trois centraux. Il y avait Thiago Mendes qui allait chercher très haut justement Paredes pour empêcher cette première relance. Et on sait que Paredes peut claquer des passes en profondeur facilement et tu vois dans la profondeur. Donc ils ont stoppé les premières lignes de passe et Paris, du coup, c'était presque une équipe de débutants, quoi. On sentait par exemple les Verratti, etc., qui avaient pas de gaz avec sûrement la Ligue des Champions, l'enchaînement des matchs pour le PSG, etc. Et du coup, Paris est devenu une équipe complètement inoffensive, où les seuls exploits c'était justement la passe la passe pour Neymar, etc. Et même quand Kylian Mbappé rentre, qui était ménagé, tu vois rien de plus non plus. Et même les changements, Idrissa Gueye, etc., ou Ander Herrera, même si j'attendais pas grand chose d'eux, en fait, Rudy Garcia s'est parfaitement calqué ou du moins préparé un plan anti-Lyon, anti-PSG, pardon. Et pendant ce temps-là, Tourelle est resté sur son 3-5-2 qui avait marché, quand même, cela dit, face à Montpellier, face à Basaksehir. Et voilà, face à une équipe du calibre de l'OL, qui est un match de Ligue des Champions, comme l'avait dit Tourelle, tu peux pas présenter ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire que Paris avait aucune réponse sur le terrain. Dès les 5 premières minutes, on voit que Paris va pas s'en sortir, en restant en 3-5-2, en comprenant vite que Thiago Mendes est là, ou même Fils de Paille était là pour bloquer Paredes, que les autres centraux étaient bloqués par le travail de Toko Ekambi et Kadewere. Ils ont pas été très propres techniquement, au moins ils ont fait la première ligne de pressing et bloqué parfaitement les couloirs justement pour trouver Florenzi et Baker. Et au final, au bout de 5 minutes, tu sais que le match va être compliqué et que Paris va pas réussir à s'en sortir, et Tourelle ne change strictement rien. Même en deuxième mi-temps, on se dit qu'il va changer de système. Non. La blessure de Diallo, est-ce que justement ça va permettre de se réajuster, de passer en 4-3-3 ou autre? Non plus. Tourelle a raté complètement son match, a raté complètement la lecture de son match. Et grâce à, ou malheureusement, avec la blessure de Neymar, on va moins parler de cette défaite de Paris qui est allée qui est à 100% pour Tourelle et ses joueurs, quoi. C'est clair que Lyon mérite sa victoire et a fait déjouer Paris, mais la non-performance du PSG, la mauvaise prestation du PSG passe en second plan de cette blessure de Neymar, que Maxime, je sais pas si tu as envie d'en parler vu ce que tu m'as dit il y a quelques minutes, mais je pense qu'on est obligé. On va en parler, on est obligé, mais pour le rappel des faits, c'est Thiago Mendes qui c'est à quoi, la 95e tacle Neymar. Tacle en ciseaux. Tacle. Oui, son rouge est totalement mérité parce que la cheville gauche de Neymar reste sous le corps du milieu de terrain lyonnais. Elle se plante pas dans l'herbe. Déjà, c'est la seule chance de Neymar dans son malheur. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est très grave. Enfin, c'est très grave pour le Brésil. Et c'est vrai qu'après, en voyant les images de Neymar qui est en pleurs, la sortie sur civière et le verdict qui tombe aujourd'hui, qui est donc une entorse avec, on va dire, entre 15 jours et 3 semaines pour s'en remettre.
il y a quand même un décalage. Enfin, on a vraiment eu peur pour lui. Après, il a dit que c'était justement lui, il a peur de ces fantômes passés, c'est ça. Ouais. Exactement, qui a fait que des larmes sont sorties tout simplement. Mais bonne nouvelle, on va dire quand même pour le PSG, parce que c'est vrai qu'en voyant les images, on s'attendait vraiment à pire. Et au final, 3 semaines, allez, il va revenir du coup début janvier pour le trophée des champions contre l'OM, peut-être avant même en championnat, il y aura un match. Je sais c'est ça, c'est contre Saint-Etienne, pardon. Et après, il y a Saint-Etienne puis l'OM en trophée des champions contre Saint-Etienne dès le 6 janvier. De mémoire. Donc voilà, bon, il va pas non plus manquer d'importantes échéances et il sera là pour le 8e de finale pour retrouver son ancien club du Barça en février du coup. Et c'est peut-être le plus important pour Paris. Je vais être très vache, hein, mais hier, dès que j'ai vu Neymar par terre pleurer et tout, je me suis dit, l'enflure, il va repartir faire le carnaval de Rio. Oh non, faut pas tomber dans cette caricature-là, Léandre. C'est moche. Non, mais je te jure que hier, j'étais là en mode, mais non. Non, mais au final, peut-être pour clôturer sur cette blessure, je pense pas qu'il y avait une réelle intentionnalité de la part de Thiago Mendes. Après, voilà, carton rouge, c'est mérité, comme d'habitude. Non, je pense pas non plus. C'est un geste maladroit à la 95e où le mec a tout donné, mais. Ouais, voilà. Avec un geste un tacle en ciseaux comme ça, de côté, tu sais que t'as 90% de chance de prendre un mec, tu vois, de bloquer la jambe d'appui du mec. En tout cas, là, comme Neymar était positionné, tu te doutes bien qu'il va le faire tomber et qu'il veut faire faute. Enfin, il veut faire faute. Après, est-ce qu'on doit l'incriminer ou pas sur cette faute? Je sais pas. Non, bizarrement, même après match, il s'est excusé. Ouais, mais justement, ça, j'allais en parler. Est-ce que, il s'excuse parce que c'est Neymar? Ça, je pense qu'on est tous d'accord. C'est un compatriote aussi, je pense. C'est ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce que, voilà, justement, est-ce que un joueur doit s'excuser pour ça? Voilà, ça c'est un autre débat, mais. Oui, c'est fair. Enfin, moi, je vois ça comme du fair play. Voilà, j'ai pas eu l'intention de te blesser, parce que ça fait quand même, pour ceux qui ont joué au foot, ça fait quand même chier de blesser quelqu'un. Oui, évidemment. T'es pas là pour ça. Mais est-ce que ça doit se faire en public? Non, mais voilà, tu vois, je pense que après, ça, je suis pas dans le dossier. On doit avoir sur les réseaux sociaux, etc. Je suis pas dans le dossier, mais je pense qu'il y a tellement eu de pression, de messages insultants, etc., que du coup le mec est obligé de s'excuser parce qu'il a blessé Neymar, quoi. Oui. Ça devient grave quand même. C'est à dire que malheureusement tu peux plus aller au duel, ou voilà. Après, est-ce que c'est que Neymar? Je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de bruit. Même nous, on le sent quand même. Hein, on traite pas du tout de la même manière une blessure de Neymar que la blessure justement de Abdou Diallo qui s'est blessé dans le même match. Mais voilà. J'avais même pas capté qu'il s'était blessé. Bref, vas-y, continue. Non, mais est-ce qu'un joueur doit s'excuser? Oui, forcément, parce que on veut que ça reste dans le bon enfant entre guillemets. Mais est-ce qu'il doit publier des excuses publiques sur Instagram pour calmer les choses, etc. Je suis pas sûr que ça soit vraiment utile, mais c'est malheureux en fait. C'est malheureux du monde des réseaux sociaux de ces derniers temps, quoi, je trouve. Mais moi, je pense que justement, spécial hors football sur la dérive des réseaux. Non, mais attends, mais juste pour en venir à ça, moi, je pense que sincèrement, hein, vu qu'il était brésilien, qu'en plus il a blessé Ney, il a vraiment dû se prendre une vague de hate fou déjà chez lui, tu vois. Et rien que pour son image aux yeux du je dis de l'AD, hein, mais rien que pour aux yeux du sélectionneur ou quelque chose comme ça, tu vois. Si tu montres que pas le dieu entre parenthèses, mais le meilleur joueur du pays, tu le blesses, mais tu fais pas exprès, derrière tu t'excuses, etc. Ça passe toujours mieux la pommade, tu vois, plutôt qu'un mec qui aura rien mis. Donc bon. Mais je trouve ça dommage d'en arriver là pour Thiago Mendes qui au final il fait ça pour aider son équipe. Je pense vraiment qu'on a vu des tacles plus méchants, que ce soit sur Neymar ou en règle générale sur la Ligue 1. Et là, le mec, rien que sur le match, hein, il y en a quelques-uns. Ouais. Même par exemple, Paredes c'est sur Depay, je crois, qui. Paredes contre pas mal de monde. Ouais, Paredes contre Lyon plutôt. Justement, Lucas, toi qui prend justement, toi, Lucas, qui prend la parole, qu'est-ce que tu penses justement de la blessure de Neymar? Comment toi tu perçois ça un peu de l'extérieur? Voilà, tu vois, toute cette communication, on est un peu obligé. C'est le joueur phare de notre Ligue 1. Toutes les blessures, par exemple, je pense à Thauvin l'année dernière, elle a été traitée aussi énormément. Toutes les semaines, on en parlait à Villas-Boas, etc. Tu vois. En tant que fan de l'OM, avant le trophée des champions, etc. J'imagine qu'il y avait un petit sourire hier soir, sans lui souhaiter de mal, mais il y avait un petit sourire en se disant
bon, j'espère qu'il sera pas là au Trophée des Champions, j'imagine. Ouais, non, mais après, les blessures de Neymar, c'est depuis son arrivée au PSG, c'est un sujet quand même qui le suit beaucoup parce que il y a souvent tous les mois, j'ai l'impression qu'il y a un rapport entre son nombre de matchs joués, ses stats, ce qu'il a coûté. Il y a toujours, on essaie de chiffrer un petit peu tout ce qu'il fait. Et sur ces 2 premières saisons, il y a eu pas mal de blessures. On lui a souvent reproché. Après, voilà, tout à l'heure, je sais plus si c'est Maxime Leandro qui parlait du carnaval de Rio. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une dimension. Au final, c'est même pas une question de football, ni de trouver des champions. C'est une dimension extra sportive. C'est l'un des, je sais pas, j'ai pas les stats sous les yeux, mais c'est certainement il doit faire partie des 3-4 joueurs les plus suivis sur les réseaux sociaux. C'est une star. Et éloigner ce mec des terrains, c'est la seule raison d'ailleurs pour laquelle Thiago Mendes a dû s'excuser, je pense. Je sais pas si vous vous rappelez, comment il s'appelle, c'était Soner Ertek qui avait blessé Falcao. Ouais, et le gars avait été obligé pareil de s'excuser. Et certainement qu'il le regrettait aussi, mais il le prive de sa Coupe du Monde, je crois, ou Copa 2014. Ouais, c'est Coupe du Monde, ouais. Et c'est ça, aujourd'hui, on doit faire avec. Et Neymar, c'est une star. Et mine de rien, c'est un mec qu'on préfère voir sur le terrain qu'en dehors. Mais je lui souhaite d'être là pour le Trophée des Champions, même si, bon, voilà, le Carnaval des Rio, sans lui, ça a forcément un peu manqué. Je vous rappelle quand même qu'avec le Covid, le Carnaval est repoussé au mois de juillet. Hein. Je tiens quand même à vous le rappeler. Ça sert à rien d'être mauvaise langue avec Neymar cette année. Il va pas aller au Carnaval. Il y a toujours l'anniversaire de sa sœur, ça peut se fêter. Ouais, oh non, mais tout à l'heure, je me retiens d'en parler. Faut arrêter, vous pensez vraiment que quelqu'un ne préfère pas jouer avec des champions quand on veut avoir le ballon d'or et préférer aller... non, ça part sur un débat trop parallèle, on s'arrête là, sinon ça va parler de Rio, je vous le dirai. ça va parler Ligue 2, Ligue des Champions. Pour clôturer le passage du PSG, je tiens quand même à rappeler que le PSG a hérité du FC Barcelone en 8e de finale de la Ligue des Champions. J'allais dire, c'est le retour au bercail pour Neymar, qui, on le rappelle, il y a 3 ans, avait éliminé quasi à lui tout seul ou presque le PSG de la compétition avec la remontada 6-1. Je pense que pour tout amoureux du foot, hors passion PSG ou Barcelone, c'est une affiche que tout le monde est pressé de voir, notamment notamment affiche qui pouvait arriver pour le PSG et pour le football français, parce qu'il y a, même si attention, le FC Barcelone, enfin, je veux surtout pas commencer à dénigrer si le PSG passe, mais c'est nul. Vraiment, c'est l'un des pires. Après, la vérité du moment n'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la meilleure chose qui puisse arriver au PSG, parce que c'est une équipe qui, je pense, peut être à leur portée. Et symboliquement, ce serait extrêmement fort de sortir les clubs les plus mythiques. Et en plus, effectivement, il y a eu la remontada. Et en plus, voilà, un quart de finale, mine de rien, ça fait toujours plaisir. Donc je trouve que c'était ce qu'il fallait pour le PSG, et c'est une super, je sais pas si on aura l'occasion d'en parler dans notre podcast ou quoi, mais quand j'ai vu le Barça pour le PSG, je me suis dit, franchement, c'est top pour eux. Parce que c'est une victoire, je pense que ça peut tout relancer, même pour la Ligue 1 et tout. Neymar, il a vécu dans l'autre camp, il reste encore pas mal de joueurs qui étaient là. Enfin, ça va être très intéressant de suivre cette rencontre. Non, mais les gars, honnêtement, globalement, je suis fan de tous les tirages au sort qu'il y a eu. Mais PSG Barcelone, je serai devant, et on sait qu'en plus, le truc incroyable, c'est que peu importe ce qu'il y aura au match aller, le retour, il va être attendu. C'est faisable. D'ailleurs, je profite, t'as parlé un peu du Barça pour caler une petite promotion. On a réalisé un entretien avec Loguito, un YouTuber, j'allais dire très réputé sur la scène française et fan de Barcelone, qui sera retrouvé prochainement, cette semaine, si on travaille bien, où justement on parle un peu de cette saison compliquée du Barça, de la reconstruction, du potentiel après Messi, de plein de sujets, de ce début de saison de Koeman, de Griezmann, enfin voilà. Ça va être un entretien qu'on a adoré faire avec Leandro notamment, et qu'on devrait poster par épisode. Voilà, ça me permet de faire une petite pub vite fait. Vas-y, Leandro. Moi, je voulais justement rebondir sur 2 choses. La première, c'est qu'il y a un honneur à laver. Donc clairement que cette affiche va être attendue, et Dieu merci, ça a été ça le tirage, parce que on a tous hâte d'être en février et en mars là. Et juste deuxièmement, pour revenir sur ce que t'as dit de Loguito, du coup Lucas, ne t'inquiète pas. Déjà, petite annonce, très spoiler, mais il y aura une vidéo qui sera faite avec Loguito, et tu pourras te joindre à la partie au cours de laquelle on parlera de ce fameux PSG Barça, on parlera de l'histoire qu'il y a eu entre les 2 clubs, tout ça. J'ai hâte. Allez, parfait. Je pense qu'on a fait le tour de cette 14e journée. Comme souvent, comme tout le temps, on va maintenant évoquer l'équipe type, avec dans les cages Steve Mandanda, qui a été impressionnant et on va dire très utile pour la victoire marseillaise,
En défense, on retrouve Ronald Pierre Gabriel de Brest qui a notamment provoqué un penalty. Une charnière centrale, j'ai envie de dire, où j'aimerais pas tomber dessus, c'est Denayer et José Fonte. Et à gauche, Fabio. Lucas, je crois que tu as adoré le latéral brésilien face à Dijon, le latéral nantais. Ouais, il a fait un super match et Nantes s'en sort très bien, notamment grâce à lui parce que ils ont joué sans le ballon, les Nantais. Au milieu de terrain, on retrouve Gaël Kakuta. Alors malgré la défaite de Lens, Gaël Kakuta, il fait partie des artistes de la Ligue 1 au même titre que Hatem Ben Arfa et il sort encore un très très gros match face à Montpellier. Au milieu de terrain, dans l'axe, on retrouve Benjamin André et Lucas Paqueta. Je pense que Maxime, t'aimerais beaucoup voir ce milieu de terrain ensemble. J'imagine, toi qui adore les deux joueurs. J'aimerais jouer avec même. Ah oui, en sentinelle. Foutu croisé, quoi. Franchement, hein. T'avais une carrière devant toi. Hein. Et au poste d'ailier gauche, on retrouve Jonathan Bamba, éblouissant. Et enfin, en attaque, on retrouve Andy Delors, qui est revenu de sa contamination coronavirus, qui a été excellent. Et Dario Benedetto, qui enchaîne avec un but et une passe décisive. Voilà, on a fait le tour de cette 14e journée de Ligue 1. Je remercie chaleureusement Leandro de m'avoir accompagné. Merci à toi. Merci beaucoup. Hein. Je tenais juste à dire, #complot, toujours pas de joueur du Nîmes Olympique dans l'équipe type. C'est pas grave, on verra ça la semaine prochaine. Allez, merci à Maxime aussi. Merci à toi, Julien. Et merci à Lucas aussi d'être venu. Merci à toi, Julien, et merci à tous. Et attention, on est là pour le titre. Jamais les premiers. Et je tiens à dire qu'on fera sûrement pas de podcast d'après journée de semaine pour aller faire un plus gros épisode lundi prochain en évoquant la 15e et 16e journée de Ligue 1. Vas-y, Leandro, je crois que tu avais un dernier mot à dire. Bah écoutez, bonne fin de semaine à tous. Hein. Allez, et en plus, tu vas avoir 2 défaites du Nîmes Olympique probablement. En semaine, ça va être beau ça. C'est incroyable. Incroyable, j'ai hâte. Ça, je t'envie. Je suis déjà en train d'acheter un tabouret, une corde. Bref, bonne fin de semaine tout le monde. C'est bonne fin de semaine. Ouais. Au revoir. Ciao.